À minuit, ses amis descendaient du train. À minuit et demi, l'automobile franchissait les portes de Thibermesnil. À 1 heure, après un léger souper servi dans le salon, chacun se retira. Peu à peu, toutes les lumières s'éteignirent. Le grand silence de la nuit enveloppa le château. Mais la lune écarta les nuages qui la voilaient, et par deux des fenêtres emplit le salon de clarté blanche. Cela ne dura qu'un moment. Très vite, la lune se cacha derrière le rideau des collines, et ce fut l'obscurité. Le silence s'augmenta de l'ombre plus épaisse. À peine, de temps à autre, des craquements de meubles le troublaient-ils, ou bien le bruissement des roseaux sur l'étang qui baigne les vieux murs de ses eaux vertes. La pendule égrenait le chapelet infini des secondes. Elle sonna 2 heures. Puis, de nouveau, les secondes tombèrent hâtives et monotones dans la paix lourde de la nuit. Puis, 3 heures sonnèrent. Et tout à coup, quelque chose claqua, comme fait, au passage d'un train, le disque d'un signal qui s'ouvre et se rabat, et un jet fin de lumière traversa le salon de part en part, ainsi qu'une flèche qui laisserait derrière elle une traînée étincelante. Il jaillissait de la cannelure centrale d'un pilastre, où s'appuie, à droite, le fronton de la bibliothèque. Il s'immobilisa d'abord sur le panneau opposé, en un cercle éclatant, puis il se promena de tous côtés, comme un regard inquiet qui scrute l'ombre. Puis il s'évanouit, pour jaillir encore, pendant que toute une partie de la bibliothèque tournait sur elle-même et démasquait une large ouverture en forme de voûte. Un homme entra, qui tenait à la main une lanterne électrique. Un autre homme et un troisième surgirent, qui portaient un rouleau de cordes et différents instruments. Le premier inspecta la pièce, écouta, et dit « Appelez les camarades ». De ses camarades, il en vint 8 par le souterrain, gaillards solides, au visage énergique, et le déménagement commença. Ce fut rapide. Arsène Lupin passait d'un meuble à l'autre, l'examinait, et suivant ses dimensions ou sa valeur artistique, lui faisait grâce ou ordonnait « Enlevez ». Et l'objet était enlevé, avalé par la gueule béante du tunnel, expédié dans les entrailles de la terre. Et ainsi furent escamotés 6 fauteuils et 6 chaises Louis XV, et des tapisseries d'Aubusson, et des girandoles signées Gouttière, et 2 fragonards, et un nattier, et un buste de Houdon, et des statuettes. Quelquefois, Lupin s'attardait devant un magnifique bahut ou un superbe tableau, et soupirait « Trop lourd celui-là, trop grand ». Quel dommage! Et il continuait son expertise. En 40 minutes, le salon fut désencombré, selon l'expression d'Arsène. Et tout cela s'était accompli dans un ordre admirable, sans aucun bruit, comme si tous les objets que maniaient ces hommes eussent été garnis d'épaisses ouates. Il dit alors au dernier d'entre eux qui s'en allait, porteur d'un cartel signé Boulle, « Inutile de revenir. Il est entendu, n'est-ce pas, qu'aussitôt l'autocamion chargé, vous filez jusqu'à la grange de Roquefort. »« Mais vous, patron ?»« Qu'on me laisse la motocyclette. » L'homme partit. Il repoussa, tout contre, le pan mobile de la bibliothèque, puis, après avoir fait disparaître les traces du déménagement, effacé les marques de pas, il souleva une portière et pénétra dans une galerie qui servait de communication entre la tour et le château. Au milieu, il y avait une vitrine. Et c'était à cause de cette vitrine qu'Arsène Lupin avait poursuivi ses investigations.